Salut les mnémonautes, à l'heure du café, il fait pas beau dehors, mais c'est quand même l'heure de tenir cette promesse, c'est parti. Ça va faire du bien ça. Ça fait plusieurs fois que certains de vous m'interpellent pour me dire comment je peux apprendre ça, comment je peux réviser mes cours, comment faire pour apprendre ce type d'information. Et en réponse à chaque fois, je vous dis, envoie-moi ce que tu cherches à apprendre et puis je te le décortiquerai peut-être. Donc ça y est, l'un d'entre vous m'a envoyé un de ses cours et comme je sais que c'est probablement maintenant la période des révisions, faut pas que je tarde, donc je le fais comme ça au débeauté. La vidéo sera peut-être un petit peu plus courte, un petit peu moins bien montée peut-être que d'habitude, j'en sais rien, on va voir ça tout à l'heure. Mais en tout cas, je vais essayer de la mettre vite en ligne pour vous aider au plus vite. Et on va parler économie. Vous allez avoir le document à l'écran, vous l'aurez peut-être aussi en lien. Et on va parler économie avec un chapitre qui s'appelle des théories monétaires aux politiques monétaires. Alors c'est vrai que l'économie, c'est beaucoup de concepts, donc c'est des choses qui ne sont pas faciles à retranscrire en images, en choses qu'on peut concrètement se représenter. C'est Eddy Malou qui m'a dit lors de la dernière vidéo sur apprendre l'étape de multiplication aux enfants, qui me dit je m'entraîne au grand système pour apprendre mes cours, mais j'ai un problème. Comment utiliser le grand système pour un cours d'économie par exemple? Comment retenir les différents chapitres avec le plan, les notions, les raisonnements, les théories, les démonstrations? Peut-on réellement utiliser le grand système pour ce genre de contenu? Alors la première réponse que je lui ai faite, c'est qu'à mon avis, le grand système, il est vraiment très utile pour retenir des informations codées, des chiffres ou des grands nombres ou des choses comme ça. Par contre, moi j'utiliserais plutôt un palais de mémoire ou des symboles. Palais de mémoire parce que dans les chapitres qui vont se succéder, comme des pièces se suivent. D'utiliser le grand système, comme vous le verrez dans la vidéo qui vient, pour retenir les dates. Par exemple, les dates de naissance ou de mort, ou des grands montants, ou des grandes notions. Pour retenir les chapitres, donc moi, si les chapitres sont numérotés en grand 3, petit 1, petit 2, ça fait chapitre 3, grand 1, petit 2, ça fait 312. Donc là, je vais peut-être le coder en grand système et avoir une image qui s'accroche à quelque chose comme ça. Donc oui, c'est possible, mais il faut avoir cette succession-là de dire comment je le code. Ensuite, il faut faire vraiment des synthèses de ce que vous voulez retenir et vous dire voilà, quelle est l'image qui me vient de cette synthèse. Et puis pour la suite, on va rentrer dans le détail dans ce qu'il m'a envoyé, et là c'est parti. Alors, on sait qu'on va parler pognon, donc monétaire, pour moi c'est à chaque fois je me le représente avec des petits tas de pièces. Donc des théories monétaires aux politiques monétaires, les théories monétaires, tout ce qui est théorie pour moi c'est vraiment scientifique, donc je m'imagine un réseau d'alambic, un truc un peu blub scientifique, des potions, des choses comme ça qui mijotent. Donc en fait j'imagine que d'un côté je verse mes pièces et puis que ça monte dans mes alambics et que ça fait un peu une chimie comme ça, donc je sais que je suis sur la théorie monétaire qui va venir à la fin avec une espèce de petit goutte à goutte tomber sur la tête d'un politicien. Et là vous utilisez le politicien qui vous va le mieux, qui représente le plus le système qu'on n'aime pas dans la politique, comme ça on sait que c'est un politicien. Donc il vient les goûter dessus, donc on sait qu'on va des théories aux politiques. On sait qu'on parle d'argent puisqu'au départ on met des pièces. Il y a toujours en économie ce qui oppose les libéraux aux keynésiens. Donc ça, si vous faites de l'économie, il faut avoir ça en tête. Donc globalement, on sait que c'est ça qui va s'opposer. Là, j'enfonce des portes ouvertes, il n'y a pas besoin vraiment de savoir de quoi on parle. Maintenant, on va rentrer dans chacun des chapitres. Grand A, débat sur la nature de la monnaie. Alors, il y a l'analyse des libéraux et l'analyse des keynésiens. Alors, libéraux, j'y connais pas grand-chose, mais il me semble que c'est un poste au football. En tout cas, j'y connais quelque chose un peu plus au volley. Et pour moi, ça va être un poste au volley. Mais c'est la même chose, c'est quelqu'un qui est un peu défenseur, qui fait un petit peu tout, mais surtout de la défense. Donc, l'analyse des libéraux. Donc, pour moi, j'ai un libéraux au fond du terrain. Pour les libéraux, la monnaie, elle est neutre et exogène. Donc, aucun intérêt. Pour eux, elle n'a aucune influence sur l'économie réelle, elle ne modifie pas les prix, elle est considérée comme une variable dont le volume ne dépend pas directement de la conjoncture. Donc il y a une dichotomie, c'est-à-dire une séparation, entre la sphère réelle et la sphère monétaire. Alors là, c'est facile, en tout cas symboliquement, c'est-à-dire que je vais faire ma petite pile de pièces là, et je la mets sous cloche, à côté du libéraux. Et puis à côté, j'ai pour moi la sphère réelle. Et la sphère réelle, vous imaginez peut-être une autre cloche avec le monde qui circule à l'intérieur, avec ce qui fait que pour vous, il y a quelque chose de réel, peut-être le globe terrestre, peut-être vous, parce que vous êtes réel, ce que vous voulez. Ensuite, il y a une citation qui dit « Comme l'affirmait J.B. Say, 1767-1832 », bon, est-ce que celui-ci en particulier dans le cours, c'est nécessaire de retenir son nom et sa date de naissance? Je vais vous dire J.B. Say. Pour moi, ça me fait penser à Béguincet, le sucre. Donc je vais m'imaginer la boîte de Béguincet, et je sais que ce ne sera pas Béguin, mais il y a au moins le B, donc ce sera quelque chose B, donc JB, c'est.
Voilà, hein, je fais des trucs comme ça. Et j'ai mon libéraux qui est assis sur la grosse boîte de sucre. Le voile monétaire ne fait que masquer la réalité des échanges et les produits s'échangent contre des produits puisqu'ils se servent mutuellement de débouchés. C'est-à-dire qu'en fait l'argent ne cherche qu'à acheter un produit et une fois que j'ai ce produit, si je l'ai acheté pour le revendre, je l'aurai pour avoir de l'argent pour racheter autre chose derrière. Donc l'argent en soi n'a pas de finalité, l'argent n'a de valeur que parce qu'il permet d'acheter. Donc en fait c'est simplement de se dire ça pour les libéraux, l'argent il est dans sa sphère et il sert à lui tout seul à rien. Après il y a tout un laïus sur une équation de Fisher. Alors, je ne vais pas vous le faire, si vous voulez la consulter, vous irez regarder. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est un petit plus en bleu, mais le MV égale PT, c'est juste pour dire que globalement, la quantité de monnaie qui est en circulation, elle est égale au nombre de transactions fois le prix. C'est logique, c'est clairement logique. Voilà, donc, Par contre, ça, ce sera plus intéressant quand ensuite on parle de petit c, du coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que si j'augmente quelqu'un de 10%, là je fais une digression parce que moi aussi j'ai étudié un peu l'économie, mais c'est plus intéressant quand on parle de coefficient multiplicateur, et ça c'est plutôt la politique keynésienne, on revient après, où il dit ouais mais si j'augmente quelqu'un de 10%, il ne va pas dépenser la totalité des 10%, il va avoir une proportion marginale à consommer, c'est-à-dire que sur les 10%, il va peut-être en mettre, allez, mettons que les 10% ça fait 100 balles de plus par mois, sur les 100 € de plus par mois, peut-être il va en mettre 20 de côté, il va en dépenser 80. Donc il y a 80 € de plus qui vont aller sur le marché. Et ces 80, selon que je les dépense un peu plus chez le boucher, un peu plus chez le boulanger, un peu plus, voilà, que sais-je. En fait, le boucher, lui, il va avoir un petit peu plus d'argent aussi, donc il va en mettre un petit peu de côté, mais il va quand même en redistribuer une petite partie. Et donc ce coefficient multiplicateur qui fait qu'en augmentant quelqu'un ou une population, en fait, il y a un peu plus de flux d'argent qui va arriver à un peu de plus de tous les niveaux. Voilà, c'était la parenthèse, monsieur Capello, merci. L'analyse des économistes keynésiens. Alors celui-là, il nous dit, pour Keynes, alors Keynes, moi je me le représente très simplement, c'est que John Maynard Keynes, avec sa grosse moustache, il me plaît bien. Lui, il faut connaître ses dates de naissance et de mort, c'est incontournable. Alors Keynes, moi j'imagine toujours que sous sa moustache, il fait ça, c'est un pastiche, il y a une nana à poil qui est tatouée. Si vous vous reportez à mon grand système, pour moi, la femme, c'est 83, et donc il est né en 1883. Et en fait, quand il referme sa moustache, et dans sa moustache, il y a des abeilles, puisque c'est une ruche, et la ruche, c'est 46. Donc je sais qu'il est né 1883-1946, Keynes, juste avec sa belle moustache, John Maynard. Et si vous préférez vous souvenir qu'il est né un siècle avant la victoire de Noah à Roland-Garros et qu'il a simplement juste survécu à la guerre et qu'il est mort en 46, libre à vous. Donc il s'oppose aux libéraux sur deux points essentiels, en fait il s'oppose tout le temps aux libéraux, Keynes, donc c'est pas... mais là on parle de la monnaie. Contrairement aux libéraux, pour les libéraux la monnaie c'est juste un outil, Keynes il dit que la demande de monnaie répond à trois motifs. Et en réalité, là, il nous parle à nous, Keynes, parce que les trois motifs du besoin de monnaie, c'est la transaction, la précaution et la spéculation. La transaction, et là, je vous renvoie à ce qu'on trouve dans nos banques à nous. La transaction, c'est ce qui me permet, un individu thésaurise de la monnaie, donc il met de côté de la monnaie, pour acquérir un bien actuellement inaccessible financièrement. Je veux m'acheter une voiture, je mets de l'argent de tous les côtés, puis quand j'ai l'argent nécessaire, boum, je peux aller me l'acheter. Donc c'est le motif de transaction, ça c'est mon compte en banque, c'est mon compte bancaire, j'ai de l'argent qui s'accumule dessus et hop, tiens, quand j'ai les sous, la transaction c'est avec une carte bleue ou un chèque ou des billets, je fais une transaction, mon argent contre ton bien. Ok ? Le motif de précaution, ça c'est ce qu'on appelle l'épargne de sauvegarde, je vous invite à tous à en faire un petit peu. Donc un individu thésaurise pour faire face à un imprévu. Ce phénomène augmente dans les périodes d'incertitude économique et de chômage. Alors le motif de précaution ou l'épargne de prévoyance, je mets de l'argent sur un compte comme un livret de développement durable ou un livret A, ou voilà. Et je considère que pour être un petit peu à l'abri dans ma tête, il faut que j'ai, si je suis salarié, entre 2 et 3 mois de salaire. Si je ne suis pas salarié, à vous de savoir quel est votre train de vie, mais 2 à 3 mois au moins de ce que vous coûte votre train de vie, pour, bim, la voiture que j'ai pétée, je sais qu'il faut que je la répare ou que j'en achète une autre, donc j'ai cet argent-là disponible. Ou voilà, qu'il arrive n'importe quoi, j'ai le chauffe-eau qui a rendu l'âme, il faut que je sois capable de sortir 1000 € tout de suite, et voilà, j'avais prévu pour ça, ça fait toujours suer de sortir 1000 balles, mais je l'avais prévu, donc je peux sortir cet argent.
Donc voilà, donc, hein, on est vraiment dans la même chose que ce que vous retrouvez sur vos comptes bancaires. Il y a mon compte courant, mon compte d'épargne disponible, et puis le troisième motif, c'est le motif de spéculation. Le motif de spéculation, tel que c'est marqué dans le bouquin, un individu préfère garder des liquidités quand les rendements des actifs financiers sont trop faibles, notamment lorsque les taux d'intérêt des obligations sont bas. Alors ça, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, les taux sont très bas, donc on va chercher de la performance sur les marchés, sur la bourse, sur ces choses-là. Donc là, je deviens spéculateur. Donc vous vous souvenez, j'ai mon compte courant, mon compte d'épargne disponible, donc mon compte courant pour les transactions, mon compte d'épargne disponible pour l'épargne de sauvegarde ou de précaution. Et puis le motif de spéculation, bah là ça va être où je vais justement chercher à spéculer, c'est je vais me chercher à faire du pognon avec l'argent. Donc ça va là, je vais m'imaginer mon compte titre ou mon PEA ou mon assurance vie, comme vous le voulez, mais en tout cas c'est de l'épargne qui va chercher du levier sur les marchés, autre que juste avec le taux d'intérêt du livret A ou du LDD. Ensuite, alors il y a juste la fin de la page, on n'aura pas la suite mais c'est intéressant, en dessous d'un certain taux d'intérêt, l'épargne n'est plus assez rémunératrice. Bah oui, prenez l'exemple du livret A en ce moment, il est en dessous de 1%, ça n'est pas avec votre livret A que vous deviendrez riche. Si les taux n'est plus assez rémunérateurs, la demande de monnaie devient en théorie infinie. Et donc Keynes parle de trappe à liquidité. Bah oui, parce que si le taux continue ne serait-ce que de dégringoler, il peut même devenir négatif, comme c'est dans certains pays. Et donc, ça coûte plus d'argent, en fait, d'avoir de l'argent que d'en emprunter. C'est con. Mais c'est une dynamique des marchés. De plus, les keynésiens refusent l'approche quantitative des classiques. Pour eux, la sphère monétaire et la sphère réelle sont intimement liées. Et oui, parce que forcément qu'en fonction du volume de monnaie qui existe et qui circule, parce qu'il pourrait y avoir un gros volume de monnaie et la moitié qui est mise de côté par les possédants, mais évidemment que le volume de monnaie qui circule va déterminer le nombre d'échanges qu'il va pouvoir y avoir dans la vie réelle. Et effectivement que c'est intimement lié, et depuis en fait les libéraux s'opposent à Keynes, mais on l'a bien vu avec la crise de 2007 et les subprimes, que tout le monde en est revenu à Keynes, Obama est revenu à Keynes, tout le monde est revenu d'abord à ça, donc c'est-à-dire que l'État dépense, l'État investit pour que derrière tout puisse se décoincer un petit peu. C'est comme ça qu'on injecte des grosses liquidités, c'est en injectant des liquidités que les entreprises vont pouvoir investir, que les ménages vont pouvoir consommer et qui fait qu'on reste dans un cercle vertueux. Donc en fait, quand vous apprenez votre cours, revenez-en à la réalité. Et là, si vous êtes capable de dire, bah oui, c'est intimement lié parce que c'est en injectant de la monnaie, des liquidités, qu'on a sauvé les banques, qu'on a sauvé les grandes compagnies d'assurance, qu'on a relancé l'économie des États-Unis, de l'Angleterre, de la France aussi, où il y a eu des grosses liquidités d'injecter. On rachète aux banques leurs bons d'État pour que justement ils aient de l'argent à pouvoir prêter aux entreprises qui puissent investir pour qu'elles puissent survivre. Donc quand vous apprenez un cours, essayez toujours de revenir à la réalité. Ça, votre prof, si vous êtes à l'oral, il appréciera, ou à l'écrit, si vous êtes capable de marquer ça. Depuis la crise des subprimes, il y a des milliards qui sont investis tous les ans pour justement libérer des liquidités. Ça fait mouche. Voilà, donc on s'arrête là pour la page 226. J'ai pas la page 227, mais voyez un petit peu comment ça part. On part de la théorie avec mon alambic. Donc je pars de la théorie de l'argent pour arriver aux politiques monétaires. Ok. Les libéraux, donc j'ai mon joueur au fond du terrain. Il est assis sur une boîte de sucre, donc Béguincet, donc il y a JBC qui a dit cette citation-là. Alors la date, on l'a, il est entre le 17 et le 18e siècle, celui-là. Et entre le 18e et le 19e, 1767-1832. Et donc ça dit que l'argent, il est décorrélé de la sphère réelle, hein, il est vraiment à part, il n'a rien à voir, et la sphère réelle, elle est vraiment de son côté. Et chacun vit sa vie comme il faut. Keynes, au contraire, il dit tout est lié. Donc Keynes, 1883-1946, sa moustache, avec une femme tatouée et puis les ruches, hein, l'abeille dans ses moustaches, qui dit en fait il y a trois raisons d'avoir envie d'avoir de la monnaie, soit parce que je veux acheter des biens, soit parce que je veux quand même avoir de l'argent de côté s'il m'arrive une saloperie, soit parce que je veux pouvoir gagner de l'argent avec de l'argent et donc là je veux devenir spéculateur. Voilà comment retenir un cours de façon très pratique. Retenir au mot à mot, ça ne m'intéresse pas, par contre c'est retenir la logique en économie qui fait toujours mouche, parce qu'une fois qu'on l'a compris, on saura l'expliquer. Et si vous expliquez que Keynes, ce qu'a indiqué Keynes, c'est ce qu'on retrouve au quotidien dans nos comptes bancaires, ça aussi je pense que quelque part ça peut faire mouche. Donc voilà, gardez ça en tête, j'espère que ça vous aura aidé.